Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune réservée donc au décryptage de l'actualité avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ce week-end, nous avons eu droit, bien évidemment, à une lecture croisée de l'actualité avec des juristes, maîtres de conférences, professeurs agrégés. Il s'agit bien évidemment du professeur Joël Aïvo et puis également du professeur Victor Tokpanou. Après, bien évidemment, suite à la sortie du professeur Théodore Olo également, Agapit Napoléon Maforican, est-ce une coïncidence, la sortie de Joël Aïvo et celle de Victor Tokpanou? Il ne peut pas avoir de coïncidence dans la mesure où le débat est dynamique. Donc du coup, les sachants sont appelés à opiner. Et dans le cas d'espèce, d'ailleurs, Aïvo n'est pas sachant. Il est partie prenante, il est candidat, mais il a une posture, il est à la base professeur. Donc du coup, il est crédité d'un certain nombre de postulats, dont notamment dans le domaine corrélé, la question de la constitutionnalité. Donc c'est son secteur, c'est son domaine. Donc du coup, dès qu'il prend la parole, on peut supposer que c'est plutôt un sachant qui intervient. Victor Tokpanou est habitué à intervenir dans les débats du genre. Il écrit, il intervient. Bon, donc voilà. Mais vous oubliez, il n'y a pas que les deux. Il y a eu le professeur David Salami qui a également sur sa page Facebook, ou bien en tout cas, qui a écrit une tribune quand même, je sais pas, peut-être pas encore sur les réseaux sociaux, mais sur la question du parrainage et donc de la vice-présidence. Donc du coup, il y a quelques contributions quand même de sachants sur ce débat qui occupe actuellement le devant de l'actualité nationale. Et donc, pour certains, carrément, on est en proie à une guerre d'idées entre les juristes. Est-ce que ça n'embrouille pas un peu, ou ça ne met pas le citoyen dans une terrible confusion? Non, écoutez, le citoyen doit s'instruire. Donc, du coup, c'est vrai que ça vient dans tous les sens. L'instruction sur les plateaux, au lieu d'être dans les cadres d'instruction. Oui, sur les plateaux aussi, les médias contribuent à éduquer. Donc, sur les plateaux, oui, l'instruction vient par là également. Donc, a priori, le citoyen doit profiter de ce débat-là pour pouvoir s'aguerrir. Le problème, c'est que tout débat n'est pas pour toute cible. Et les débats, c'est en Afrique que ces débats-là sont exploités, récupérés par toutes sortes de cibles. Non, les questions, c'est des questions trop pointues. La question de la constitutionnalité, les questions, tous ces sujets-là, prorogation de mandat, parrainage, c'est des questions d'un niveau déjà élevé. C'est pour la classe politique, c'est pour une certaine élite, et donc c'est pas à la disposition du citoyen lambda. Et donc, oui, les gens vont s'y perdre. Les gens vont d'autant s'y perdre que lorsque les sachants eux-mêmes s'embrouillent sur le sujet. Lorsqu'ils n'arrivent pas, disons, à dire, bon, voilà le postulat, mais voilà un peu, bon, les nuances qu'on peut apporter lorsqu'on est sur le champ politique. Ils parlent sans postulat, ils parlent sans nuance. Parfois, ils se contredisent. Ce qu'ils ont dit hier, ils reviennent là-dessus aujourd'hui. Ce qu'ils ont dit aujourd'hui, ils reviennent là-dessus hier. Et donc, ça fait que ça peut embrouiller le jeu. Ça peut embrouiller. Et c'est peut-être ça le talon d'Achille de notre classe politique, ou même de nos débats dynamiques, où les gens, l'idée change, le raisonnement change lorsque les postures changent. Donc, je pense qu'il y a des débats qui doivent être... Le raisonnement au niveau ou du moins la lecture des juristes, est-ce que ce n'est pas, ça change parce que peut-être la politique s'y mêle? Oui, tout simplement parce que la question de savoir est-ce qu'on a affaire toujours à des juristes ou bien on a affaire à des personnalités. Tout à l'heure, quand je parlais de professeur, il disait que, bon, tantôt, qu'il est crédité d'un certain nombre de connaissances. C'est un sachant, c'est un professeur agrégé. Donc, c'est une évidence. Après, lorsqu'on est dans le débat politique, on n'a plus besoin d'agrégation pour ça. Parce que l'homme politique est un acteur. Donc, il est mu par un certain nombre de contraintes.
C'est comme si vous êtes joueur de foot, vous êtes sur le terrain de football. D'accord, on va dire d'être fair play, on dit Après, lorsque vous faites une obstruction, l'arbitre ne voit pas, vous n'allez pas dire à l'arbitre, j'ai fait obstruction. Lorsque vous contrôlez la balle de main, sans même le savoir, et on met un pénalty, vous n'allez pas, l'arbitre n'a pas vu, vous n'allez pas dire, viens siffler le pénalty, j'ai touché. Donc, dans la scène, dans le jeu, dans les jeux d'acteurs, et quand on est sur la classe politique, quand on est sur le champ politique, on ne peut plus se revendiquer une certaine posture technique. On a les notions de base, on a les notions techniques, mais on ne peut plus systématiquement parce que l'action politique, la conquête du pouvoir politique, la recherche du pouvoir politique, vous mettre dans des dispositions qui ne sont plus nécessairement la distance du sachant. D'où la nécessité de ce que vous avez toujours dit, la démarcation entre la pensée scientifique ou du moins... Exact. Et pour moi, il est évident que pour la clarté du jeu, et on puisse distinguer les deux champs. Il faut que lorsque vous avez un sachant qui parle, qu'on sache que oui, là, il intervient parce qu'il a du domaine. C'est une expertise. Il faudra qu'il nous donne sa connaissance du champ. Mais quand c'est déjà quelqu'un qui est corrompu à la base, c'est-à-dire qui est déjà corrompu par sa posture actuelle. Non, quand on parle de corrompu, parce qu'il a c'est pas la corruption dans le sens qu'on voit, mais corrompu, ça veut dire qu'il trahit déjà sa pensée, parce qu'il n'est plus du tout, il est déjà sur un champ politique, donc il n'est plus le technocrate, ou bien le sachant mec, c'est plutôt un homme politique, ou bien un militant, ou bien un partisan. Et donc, dans le cas d'espèce, ça pose déjà un problème par rapport à ce qu'il va nous dire. Il faudrait qu'on sache déjà où est-ce qu'il est classé. Et là, ce qu'on a fini de dire où est-ce qu'il est classé, on peut comprendre selon son orientation. Sinon, vous suivez des gens qui vous conduisent sur une certaine logique pendant longtemps, et après ils changent Kazakh et on n'arrive plus à savoir où ils nous amènent. Donc, moi je pense que le terrain politique est totalement différent, n'a rien à voir avec le terrain scientifique, le terrain de la doctrine. Et en la matière, si on peut séparer vraiment, si on peut en arriver à séparer cette différence, après ça peut s'interagir. Ça peut cohabiter. Ça cohabite d'ailleurs parce que l'action des politiques, ouais, Topano a écrit, Aïvo n'a pas peut-être écrit, mais lui il est plus politique actuellement. Salami a écrit, d'autres ont écrit, parce que l'action des politiques crée dans l'homme de science des conditions favorables pour opiner sur les grands sujets et pour les confronter avec les lois existantes, avec la doctrine, avec la jurisprudence. La même chose, ces actions, ces écrits de la pensée doctrinale, ces expressions de la pensée doctrinale ou de l'expression donc des recherches scientifiques permettent plutôt à l'homme politique également, ça peut orienter l'homme politique dans ses choix. Donc, cette interaction est souhaitée pour qu'on ait une société plus dynamique et non sclérosée, et que la pensée soit plus dynamique et non statique. Voilà, on dit très souvent que l'homme est un sujet ondoyant et divers. Certains sont déçus du fait que, par exemple, le professeur Victor Tokpanou, qui défendait une cause avant, puisse connaître une variation aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait éprouver la déception vis-à-vis du professeur Victor Tokpanou? Je pense qu'il a manqué au professeur Tokpanou peut-être un article de clarification. Parce qu'effectivement, lorsque on a suivi un peu ses sorties, je parle des écrits, parce que les écrits restent, lorsqu'on a suivi ses sorties, notamment en 2019, ce thème, tout est possible. Et maintenant, tout est possible. C'est vraiment un texte, une sorte de plaidoyer, de réquisitoire, c'est un ensemble de contenus vraiment qui n'était vraiment pas dans la dynamique de là où on allait. Et puis, après, il y a eu le dialogue politique. Il a expliqué, il a fait, on l'a vu s'équilibrer à un moment donné, c'est-à-dire quand il s'équilibrait, quitter sa posture extrémiste du moment pour se remettre un peu dans la dynamique de l'instant. Mais après, il a participé au dialogue politique, il était même l'un des rapporteurs, si je ne me trompe. Donc du coup, il a vu autre chose. Il a dit qu'il a contribué à rassembler les positions. Et donc, il a expliqué sa démarche, mais il ne l'a pas accompagné d'un écrit. Parce que lorsqu'on s'est pourfendu d'un tel texte, il est normal de revenir d'une manière ou d'une autre pour montrer comment vous l'avez évolué entre-temps. Sinon, effectivement, les gens
avec l'esprit qui est le nôtre, ont raison et ils sont très bien inspirés d'aller vos anciens propos pour vous montrer que vous êtes instable. Donc voilà. Bon, après, comme je dis toujours, la pensée n'est jamais statique, elle est dynamique. Et donc en la matière, bon, je ne sais pas si... Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui sont venus aujourd'hui s'ajouter pour une meilleure clarification ou une meilleure lecture. Non, la pensée n'est jamais statique, elle est dynamique. Mais après, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Je pense qu'il y a des gens, surtout quand vous écrivez. Parce que l'universitaire, comme je l'ai dit toujours, il faut qu'on sache qui a écrit. Un homme politique, il peut varier. Il peut évoluer. Parce que bon, c'est une affaire d'intérêt, de positionnement. L'homme politique, il est à la conquête du pouvoir pour l'exercer. Par contre, l'homme de science, lui, il est dans la recherche. Donc, il ne peut pas trahir sa recherche. Il ne peut pas être un doyen. Il ne peut pas varier aussi facilement. Donc, il faudrait peut-être qu'on fasse la part des choses et que les sachants qui interviennent dans le débat ne viennent pas perturber. Vous savez, moi, comme je le dis, j'ai absolument très mal digéré la sortie du professeur Orlo, tout simplement parce que, comme on le dit, quand lui parle, c'est le maître qui a parlé. Les autres, sont encore peut-être plus jeunes, ils ont le temps de faire leur cheminement, même s'ils sont plus enfants, ils sont là-dedans. Bon, alors, le professeur Ivo a encore une bonne quinzaine d'années devant lui, ou vingtaine d'ailleurs, avant d'acquérir peut-être la carrure d'un professeur Rouleau, parce qu'il est encore assez jeune, et même s'il a plafonné déjà, donc il a encore le temps d'arrondir, d'affermir, de servir peut-être d'exemple ou bien de former d'autres cadres, d'autres leaders, dans le domaine scientifique. Donc en la matière, ils ont encore du temps, du chemin à passer. Mais lorsque quelqu'un comme Théodore Rouleau, qui est déjà au soir de la gloire, au fait de la célébrité en la matière, il est très conseillé de faire beaucoup attention, parce que vous pouvez avoir raison, mais la manière de le dire n'est pas du tout cohérente, n'arrive pas à ce que votre discours passe. Et quand vous l'avez raté de faire passer votre discours, il n'y a pas de... C'est impitoyable, ça vous suivra. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup rappellent au poisson au lot, ce 39 points... 39 plus 1. 39 plus 1, cette décision 2015, 45 ou 46 de juillet 2015 sur l'égalité pour aller aux élections concernant l'âge des candidats. Donc voilà un peu, les gens gardent vos écrits et peuvent vous revenir vous confondre avec l'essentiel, comme je le dis, la pensée dynamique. Mais il faudrait que on puisse conduire ceux qui nous suivent sur les traces de cette dynamique, c'est-à-dire montrer à quel moment on a fait une rupture. Il peut y avoir un croisement entre une position et une autre. Ça ne c'est pas interdit, mais il faut montrer le croisement, il faut montrer que, oui, en faisant, on a évolué dans le débat. Et ça manque à beaucoup. Très bien. Match Joël Aïvo, Victor Tokpanou, qui a gagné? La pensée a gagné. La pensée a gagné, le débat a gagné. C'est dommage, il n'y en a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat, mais ça a montré quand même à beaucoup que ce que nous disions, qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être rédit normalement pour y aller. Donc, à la fin du débat, Poisson n'a pas dit qu'il irait prendre son parrainage. Il estime que, sachant bien qu'en droit, une condition pour aller aux élections fait partie donc de bloc, de conditionnalité, et que donc je veux aller aux élections, mais je ne veux pas aller quémander des parrainages, alors que nulle part la loi n'a dit quémander. Donc lui-même déjà, c'est-à-dire qu'il y a une sorte donc de dilution de la pensée empirique. De l'autre côté, donc, du coup, on est sur un terrain plus bas politique, et donc la posture, elle est plus politique que technique. Quand vous voyez le professeur Tokpanou, oui, lui, il est resté dans la pédagogie. Donc, du coup, lui et Aïvo n'occupaient plus, alors, à partir de ce moment-là, les mêmes postures. Il n'avait plus les mêmes postures. L'un est candidat, donc très versé politique. L'autre se veut pédagogue. On lui oppose une littérature qu'il a tenue il n'y a pas longtemps. Alors, à lui de savoir désormais comment s'y faire, comment s'y prendre pour éviter. Cela dit, est-ce qu'il aurait eu le mérite, il a le mérite, donc, d'expliquer sa pensée. Et surtout,
de le dire dans la posture de l'universitaire, lorsqu'on sait que quelqu'un comme Théodore Olo a fait une sortie il n'y a pas si longtemps. Olo, dont il a été l'un enfin, même si je ne dis pas disciple, il était quand même son secrétaire permanent à la chaire UNESCO, lorsque Olo était titulaire de la chaire. Donc, je pense que là, c'est un débat universitaire, et donc, le Topanou aurait eu le mérite quand même de faire sa sortie après celle du professeur Théodore Olo, si on reste dans le champ universitaire. Tout à fait, voilà. Agapit Napoléon Africain, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a exposé, donc a publié une décision qui parle un peu de la pré-campagne allant du 25 janvier au 25 mars. Les professionnels des médias qui sont maintenant obligés à pouvoir se soumettre à cette décision. Le factuel maintenant, le commentaire après. Non, est-ce que c'est comme ça? C'est pas la première fois que la HAC sort ce type de décision, donc non, le commentaire, il peut y avoir des commentaires. On vient de commenter l'actualité, la HAC n'a pas interdit. Ce qui est interdit, c'est les commentaires tendant à faire l'éloge, tendant à dénigrer. C'est là où on prend position clairement, nettement dans le débat politique. Or, la HAC a défini une période de pré-campagne dans laquelle nous devons, les projets des médias, les prises de position sur les médias doivent respecter un minimum d'équilibre et d'équité, faire en sorte que on n'ait pas l'impression que quelqu'un est en campagne plutôt que d'autres et qu'il n'y ait pas de clairon pour quelqu'un pendant qu'il y a des, voilà. Donc, il ne faut pas que on tire à eu à dire sur certains, qu'on change les loin de l'autre alors que la campagne électorale n'a pas commencé. En fait, c'est ça, la HAC veille à ce que les candidats aient un accès quand même plus ou moins équilibré au sein des médias et que la campagne ne démarre pas avant l'heure. C'est un peu ça. Autrement dit, lorsque vous arrivez à savoir ça à l'esprit, il n'est pas interdit que vous puissiez faire votre travail normalement. Pas... Et donc, la pré-campagne, parce que certains professionnels des médias se posent la question de savoir pourquoi la HAC sort une décision par rapport à la pré-campagne, alors que la pré-campagne, nulle part, aucun test ne prévoit la pré-campagne. Je n'ai pas fait très attention, il va falloir que j'aille voir un peu le code électoral. Mais effectivement, la pré-campagne fait partie donc des inventions. Je pense qu'on peut dire maintenant que dans les usages, on a l'habitude de distinguer une période allant de 2 ou 3 mois avant l'élection jusqu'à l'ouverture de la campagne électorale qu'on appelle la pré-campagne. Pré-campagne, c'est quoi? C'est la période qui précède la campagne. Donc du coup, la HAC prend des mesures à un moment donné lorsqu'il pense que qu'elle pense que le débat est dynamique et que ça peut entrer rapidement dans l'éloge de l'un, dans le dénigrement de l'autre, ça peut prendre position dans le mauvais sens. La HAC essaye donc de parer au plus pressé et donc d'encadrer l'activité des médias. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Ça, c'est une habitude qui date depuis la première mandature, sinon la deuxième mandature de la HAC. On en est aujourd'hui à la sixième mandature. Donc, du coup, c'est déjà dans les habitudes. Alors, après du moment où ça marche, pourquoi ne pas continuer? Peut-être un beau jour, on en arrivera à stopper avec ça, parce que moi, j'estime, de point de vue purement personnel, quoi que j'étais là, qu'on a toujours fait comme ça. De plus en plus, je me convainc quand même qu'on n'a pas absolument besoin de ça. À partir du moment où il y a un droit pénal lié ou à la période électorale, si quelqu'un outrepasse ou bien abuse, la loi doit pouvoir s'exprimer. Il y a le comportement du juge pénal en période électorale est encadré se manifeste par une certaine célérité. La loi lui permet d'intervenir rapidement pour pouvoir vider certaines questions, notamment même d'autres pénales. Donc c'est dire que les médias normalement qui outrepassent, qui ne respectent pas la loi électorale, le code électoral, en période électorale, peuvent être astreints devant le juge pénal normalement. Mais bon, peut-être que l'action de la HAC permet de concours à amoindrir ces situations qui peuvent donner lieu à tellement de tensions, qui peuvent créer des situations non maîtrisées. Donc la HAC jouant un peu au gardien, puisque c'est l'instant de régulation. Exactement, voilà. Donc essaye peut-être de couper la poire en deux. Les gens ne le voient pas toujours ainsi. Donc moi je pense que si la HAC peut bien laisser la période en disant que chacun fait ce qu'il doit faire, mais il faut se rester à la loi et le juge peut s'auto-saisir à tout instant s'il y a trouble
par exemple, vos propos étaient de nature à créer un trouble à l'ordre public, vous avez, un candidat se plaît que vous l'avez dénigré alors qu'au départ. Donc, il peut y avoir toutes ces situations qui, dont le juge se saisit et qui peut nuire peut-être au débat et peut-être nuire à la presse. Je pense que la HAC, peut-être en jouant ce rôle de gardien, ce rôle d'avant-garde, essaye de régler, afin d'amortir les chocs et empêcher peut-être les dérives dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc c'est pour le bien-être. En tout cas, l'action de la HAC ne doit pas scléroser, ne doit pas rendre les gens timorés. Il faut faire le travail. Il faut faire le travail avec professionnalisme. En ayant l'œil sur le code de l'information et de la communication, en ayant l'œil sur le code de la déontologie et surtout, appeler la HAC et peut-être demander conseil en cas de besoin. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, conseil à la HAC. On le rappelle il y a très longtemps, mais bon, on s'en rappelle encore de toute façon. Vous êtes notre consultant politique par ici, consultant politique à ETL. Vous êtes par ailleurs expert en gouvernance. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la chronique du soir. Merci d'avoir suivi également votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce lundi 25 janvier 2021, agréable suite de soirée sur nos antennes.